Benjamin Castet, bonjour. Bonjour. On dit Castet ou Casse-tête? Casse-tête. Casse-tête, c'est Ouais, c'est les Landes. Hein. Jusqu'au S, on prononce. Ouais, il y a un S, on le dit, ouais. Et c'est vrai, d'ailleurs, on se moquait de Nicolas Sarkozy qui disait Roland Barthes pour Roland Barthès, mais quand on est du sud-est ou du sud-ouest, on devrait dire Barthès comme le footballeur. Donc c'est Benjamin Castet. Ouais, c'est ça. Quel âge il a, Benjamin? 36. 36 ans, célibataire, marié? Marié, 2 enfants. Heureux? Tout va bien. Des maîtresses? Pas encore. Si ma femme écoute. Benjamin, en fait, tu es sponsorisé depuis maintenant 3 ans, peut-être, 2-3 ans? Deux. Ouais, 2 ans, 2 par ans, chez je suis Savage arrivé, Gear. au premier salon, le dernier salon, clairement, malheureusement. Et avant ça, tu étais une des figures de nos amis de chez Rapala VMC. Ouais. Tu es resté de nombreuses années. Ouais, pas loin de 9 ans. 9 ans. C'était pas mon premier sponsor, mais c'était ma première marque, vraiment, mon premier gros sponsor, on va dire. C'est rare, telle longévité chez les sponsorisés. Ouais, alors je serai pas là moins, on est quand même... Oui, une belle stabilité. Ouais, une belle stabilité, on y était bien, quoi. Par exemple, Arnaud Brière, moi j'étais sponsorisé Rapala il y a longtemps, quand j'avais de 17 à 22 ans. Et il est arrivé, je devais avoir une petite vingtaine d'années, donc on peut dire que ce mec-là, il a plus de 20 ans, plus de 20 années chez Rapala VMC. Ouais, c'est la figure emblématique. Ouais, c'est le taulier. C'est le taulier, hein, c'est le papa. Arnaud Brière, dont on parle souvent dans ses podcasts, et c'est vrai que c'est quelqu'un d'ailleurs que j'aimerais bien un jour inviter, parce que c'est quelqu'un de très intéressant, que j'aime beaucoup, ouais. Qui a un très beau parcours, puisqu'il a récupéré le club Essex en Irlande. Ouais, c'est ça. Et là, on pourrait parler des difficultés des guides de pêche, tout ça. J'ai une question traditionnelle pour démarrer. Ouais. Les pêcheurs sont des menteurs, c'est bien connu. Est-ce que tu es d'accord avec cette assertion? Ouais, on a souvent tendance à exagérer peut-être un peu. Embellir. Et toi, c'est quoi ton plus gros mytho de pêcheur? Mon plus gros mytho de pêcheur. Ah bah c'est souvent sur les tailles où des fois t'estimes le gros brochet. Puis en fin de compte, il fait 80. Alors c'est un beau poisson, mais tu vois par exemple, t'as l'impression que... Ce qu'on appelle dans le milieu le groutimètre. Ah oui. Oui. Les plus anciens s'en souviendront. Pour Lionel. Hein? Lionel, si tu nous écoutes, désolé. Mais c'est plus un secret. Il est rentré dans le vocabulaire courant des pêcheurs, et ça, c'est pas rien. C'est pas tout le monde. Ah, c'est clair. Tu te souviens, ouais, le gros mytho, c'est... Enfin, gros mytho, c'est surtout, voilà, on a tendance à... En rajouter. Hein. En rajouter un petit peu, quoi. T'as l'impression que c'est le poisson de ta vie que t'as au bout de la canne, là, et... Tu as toujours tendance à l'estimer plus gros qu'il est, quoi. Pourquoi d'ailleurs c'est toujours les plus gros qu'on rate? Bizarrement, tu me diras. Bizarrement, t'as toujours loupé le poisson de ta vie et ça se trouve c'était même pas le cas. Oui, on dit c'est souvent pas le cas. Ouais, je pense. Tu disais que tu étais marié. Tu travailles, tu fais quoi dans la vie? Alors moi je suis responsable de production. Donc moi je suis dans l'industrie. Donc je m'occupe d'un atelier de production. Là on fait de l'emballage pour fromage par exemple. Tu travailles beaucoup dans tes métiers de cadre? Ouais. Compatible avec la pêche? Famille, travail? Bon, c'est un équilibre. Alors, le boulot, c'est une chose, mais c'est surtout après, de trouver l'équilibre avec la famille. En étant honnête, tu réduis, quand t'es célibataire, tout va bien. tous les week-ends, t'es rendu à la pêche. Et puis, femme et enfant, c'est pas que tu peux pas y aller plus, mais en fait, t'as moins envie, t'as moins le besoin aussi quand t'es bien dans ta vie de famille et de couple. La pêche, c'est bien, mais j'ai arrêté de courir les spots pour ça, quoi. D'ailleurs, on pourrait inverser la proposition. Est-ce qu'on pêcherait pas mieux quand on a une vie de famille équilibrée, de couple heureuse? Ouais, je pense que c'est ton équilibre. Ouais. C'est ton équilibre. Alors, tu fais moins de sessions. Moi, c'est mon cas, par exemple. Je fais moins de sessions. Par contre, je fais des vraies sessions. Tu vois, les sessions d'1 heure où tu sors pour aller pêcher, j'en fais plus. Parce que je préfère rester avec ma famille. Et par contre, quand j'y vais, je pars un week-end ou je pars une journée entière et je me fais plaisir. Tu as très peu à côté de chez moi, par exemple, si tu pêches, mais j'ai tendance à bouger un peu plus, mais sur des plus grands moments. Et par contre, passer des week-ends en famille, ça me va aussi, quoi. Et t'as essayé d'initier ta famille un peu à la pêche? Alors ma femme, je l'ai rencontrée à la pêche. Faut savoir qu'elle travaillait chez VMC, fabricant d'hameçons. Et elle me sponsorisait, en fait. L'histoire, c'est ça, quoi. C'est qu'elle me sponsorisait. Que les autres n'en prennent pas un exemple, je ne suis pas dispo. Donc, c'est un peu un parcours bizarre. On s'est rencontrés. Il lançait une gamme d'hameçons pour pêcher le black bass.
Et c'était ma première année chez Rapala, mais j'étais pas encore chez VMC, et c'est pour l'histoire, c'est Laurent Vrignot, guide de pêche en Vendée, qui, quand ils ont lancé la gamme d'hameçons, on dit « Mais attends, mais moi je connais un petit jeune qui est à fond sur le black bass, et qui pourrait vous faire plein de photos, qui pourrait faire la promotion de vos hameçons. » Et Laurent m'a présenté à Dawn, qui... voilà, après quelques années... tombé sous le charme de ce pêcheur. Ouais, elle m'a acheté en hameçon, elle m'a amadoué en hameçon. Oui, parce que moi, je me souviens du lancement, j'étais à Predator, moi j'ai eu un collier avec des pochettes d'hameçon, rien de plus. Jaloux. Bah oui, je pensais séduire encore, mais c'est complètement raté, quoi. Et donc, ta femme a été déjà un peu dans la pêche, ouais. Oui, et les enfants? Bah, les enfants, après, hein, on s'est mis ensemble. Mais est-ce que tu essayais de les mettre à la après, pêche? je les emmène. Alors, le petit, il a 3 ans, donc c'est un peu tôt. Mais le grand de 6 ans, Peyo, je l'ai plutôt initié donc au leurre, directement. On n'a pas passé par l'étape pêche au cou, tu sais, comme on peut faire souvent, là. Mais je l'emmène au leurre sur des pêches un peu style, tu sais, les troutes arrière, les choses comme ça. On a des plans d'eau, par exemple, en Dordogne, où il lâche des truites, sur des plans d'eau publics. Hein. Un enfant, faut que ça prenne du poisson. Hein. Exactement. Et quoi de mieux que la truite de lâcher, entre guillemets, alors qui est pas si facile que ça à prendre, mais plus abordable, tu vois, avec des petites cuillères ondulantes. Après, tu sais, tu crées en fait une histoire autour de tout ça, quoi. C'est l'ensemble. Tu pars une journée, mais tu pêches réellement 3 heures, et c'est le casse-croûte, tu l'emmènes avec le bateau. Alors, avec le bateau, c'est toute une histoire, tout un... C'est l'aventure, une aventure pour eux, oui. quoi. Il pêche, et il a la chance de prendre un poisson. Alors là, c'est bien que c'est la plus grosse truite de sa vie. Exactement. Et il kiffe, et maintenant, régulièrement, il me demande de retourner, alors, principalement à la truite, hein, parce que vu qu'il en a déjà pris, mais tu vois, lancer, ramener, et puis c'est le moment aussi avec papa, j'emmène pas le petit, qui est encore trop petit, c'est le moment avec papa, et il y a toute une histoire autour de tout ça, et c'est un autre plaisir, tu vois, t'es pas là pour aller chercher le record et tout. Mais... Ça dit, on disait que les enfants doivent prendre du poisson, bon, ce qui semble une platitude, mais aussi, on dit toujours que les enfants sont pas patients, c'est pas vrai, ils sont pas moins patients que nous, on le voit bien, quand un gamin il fait un truc qu'il kiffe, ils sont capables de faire ça beaucoup plus longtemps que nous, en réalité, ils font des choses folles. Mais tant que tu n'as pas connu ce truc de la touche, de la bagarre avec un poisson, alors le français fait pas de distinction, je l'ai souvent dit, entre attendre et attendre. Alors par exemple en anglais on a to wait et to expect, ou en allemand watten or watten, où en fait on patiente, comme attendre dans le sens de patienter dans une salle d'attente, et puis attendre une tension vers quelque chose. Ouais. Et tant que tu sais pas vers quoi ce que tu dois attendre, évidemment c'est passif, tu le subis, quoi. Ouais. Mais on se rend compte que les gamins, enfin rappelle-toi quand on était gamin, une fois que t'es picousé, c'est que tu sais ce que tu cherches. C'est fini. Ouais. Ah moi je sais combien de sessions où il me reste, il veut rester, mais bon, à un moment donné, il faut rentrer, quoi. Exactement. Mais vu qu'il a pris les poissons... Et qu'il a pas fait ses devoirs. Et... c'est peut-être un peu jeune. C'est l'argument. Ah, là, CP, il commence, mais bon. Oui, la galère commence très très tôt, la torture, les pauvres. On les conditionne très tôt à faire des heures sup, en fait. C'est terrible, mais oui, à ramener du travail à la maison. Ouais. Alors qu'on devrait tous militer contre ça. Et toi, il y a eu un initiateur? Un papa? Quelque chose? Oui, mon père, la pêche au cou. Par le biais de la pêche au cou, c'est les grands-parents, c'est les vacances au bord de l'eau, où tu vas chez le grand-père, pareil, tu sais, c'est l'aventure, quoi, c'est le marché le matin, aller chercher la petite viande qui va bien, on pèle les patates pour faire les frites, puis l'après-midi, quand on est bien, hop, on prend la petite boîte d'asticots, on part pêcher le goujon, le verron, tu laisses les bouchons dans les arbres, mais c'est pas grave, ça fait partie de l'aventure, quoi. J'ai 2 questions pour le coup. On dit souvent que aujourd'hui il y a moins d'initiation directe, verticale, comme ça, par le père ou par l'oncle ou à la pêche. Je sais pas si c'est vrai, mais dans quelle mesure tu penses que c'est important qu'il y ait cette transmission directe, pour faire une analogie automobile, et ou est-ce que selon toi il y a d'autres vecteurs pour organiser cette rencontre avec la pêche, parce qu'en fait c'est ça dont on parle. Et quels sont-ils, s'ils existent? T'as les deux, en fait, hein, tu vois bien, t'as des exemples de gens qui se mettent à la pêche et qui n'ont personne dans la famille. C'était l'exemple de Fabien Mariot et de Nicolas Trancard, qu'on a reçu ici aussi, qui expliquaient qu'ils n'avaient pas de pêcheurs dans leur famille, réellement, qui sont allés tout seuls. Mais au fond, c'est un mystère. Qu'est-ce qui fait qu'un gamin, quel tempérament explique qu'un gamin aille vers la pêche Alors, les deux avaient quand même un truc, c'était
fuir le bruit, le tumulte. Ouais. Il y avait un peu ce truc-là, la tranquillité et tout. La nature. Ouais. Simplement la nature. C'est ton cas aussi? Ouais, ça c'est un moment où tu te ressources. Mais c'est maintenant il y a 10 ans, j'aurais pas eu le même discours, tu vois. Tu évolues dans ta façon de pêcher. Il y a 10 ans, tu cours les spots pour faire le plus de poissons possible, tu t'investis à 200%, t'as oublié d'autres choses. Pour le coup, c'est intéressant. Puisque c'est pas forcément la tranquillité et tout ça, qu'est-ce qui, à la base, selon toi, a fait que t'as été converti en pêcheur? Bah, moi, c'était le lien familial. Clairement, c'était avec le grand-père, le père. C'est des valeurs, en fait, c'est une philosophie de vie. La pêche, c'est clairement ça, mais comme peut être la chasse, comme chercher des champignons. C'est les valeurs un peu de la campagne, entre guillemets, où tu te fais initier. Les chiens ne sont pas des chats, quoi. C'est un peu ça, quoi. Ouais, c'est vrai, mais on sous-estime le fait que souvent on essaye quand même de retrouver des bonheurs de l'enfance, et donc bah, on fait avec nos enfants ce qu'on faisait avec nos propres parents, souvent. Ouais. C'est vrai. Ouais, ça ils m'ont initié à ça, tu vois, et moi je fais la même chose avec mes enfants, sans les forcer. Tu vois, je suis vraiment pas, s'ils pêchent, ils pêchent pas, c'est pas grave. Pour l'instant, ça va, ça se trouve, dans 5 ans, ils seront plus obnubilés par les jeux vidéo et dans 10 ans, les copines, que la pêche, mais c'est pas grave. Ils savent que ça existe, ils savent que... Ils y reviendront peut-être plus tard. Ils y reviendront peut-être plus tard. Et est-ce que ça serait grave s'ils y reviennent pas? Ça te gênerait d'avoir des enfants qui ne pêchent pas? Non. Non, moi, non. Mais après, c'est une fierté si ça peut être des moments privilégiés, tu vois. Mais c'est encore une fois comment tu abordes ta pêche, quoi. Ta philosophie. Il y a 10 ans, j'étais obnubilé par les compétitions, par la performance en compétition. Aujourd'hui, j'en suis tellement loin, quoi. Puis j'en ai plus rien à secouer, quoi. D'ailleurs, on va en parler, mais pourquoi comment t'es arrivé à la pêche au leurre, peut-être? Pourquoi d'un coup se focaliser là-dessus et pas... Il y avait d'autres pêches attractives, la mouche, la carpe... Ouais, mais j'ai commencé, tu vois, coup. Je suis passé par l'école TOC. J'étais assez omnibulé par les techniques à la pierre Sampé, un grand monsieur de la pêche au TOC. J'achetais ses DVD pour boire, en fait, ses paroles, tu vois. Mais quand t'as 18 ans, Il en a pourfendu du ver de terre, hein. Non, c'est vrai, à cause de lui, qu'est-ce qu'il y a eu comme ver de terre qui ont été sacrifiés aux truites? C'est fou. Tu m'étonnes. Non, mais c'est ça, en fait. Et après, j'ai toujours un peu pêché au leurre, tu vois. Même mon oncle qui m'emmenait beaucoup. Au spinner, au début, tu pêches au spinner. En fait, c'est la cuillère améliorée. Donc, où le père pêchait à la cuillère. L'oncle te fait pêcher au spinner. Et je suis arrivé aussi dans le boom aussi de la pêche au leurre, là, 2005, 2006. T'achètes, t'as ta première paye. Tiens, tu vas arrêter de pêcher au spinner, tu vas t'acheter ton premier jerk, t'achètes ton premier flot tube. Tu te souviens, les vieux Ron Thompson? Les Ron Thompson ronds. Exactement. Les bouées, ils manquent le canard devant, c'est tout. Ah, c'était... Et tu débutes comme ça, et puis il y a une petite compétition. Je me suis très vite, en fait, mis à la compète. Ça c'est intéressant. Qu'est-ce qui fait que la compétition, pour toi, était une valeur ajoutée par rapport à la pêche? Moi, c'était pour apprendre, en fait. D'accord. C'est clairement pour apprendre. Je voulais progresser le plus vite possible. Et j'ai un côté un petit peu compétiteur. J'aime ça aussi. Et à ce moment-là, c'est le truc qui me plaisait, quoi. C'était surtout apprendre. Au début, donc tu prends des raclés, hein, tu vas faire ta première compète. Je me souviens, première compète flotte tube à Poitiers. C'était un peu le berceau, un peu des compètes flotte tube, là. Organisé David Bourdet, là. T'as pas vu un poisson de la journée. Et puis tu vois des mecs qui font 200 et 4 perches. Et tu te dis, mais pourquoi pas moi, quoi. Grosse remise en question. Hein. Là, tu prends une claque et tu te dis, bah ouais, mais en fait, je pêche au poisson nageur. Ok, ils ont tout pris au leur soupe. Ok, d'accord. Puis l'année d'après, tu y retournes et puis tu fais 2 perches. Ah, classe 10e. Ah, tiens, d'accord. Puis l'année d'après, et ainsi de suite. Et voilà, quoi. Et moi, j'ai appris énormément par le biais de la compétition. Donc, c'est un investissement. Mais j'ai voulu progresser rapidement comme ça. Et c'est un accélérateur au niveau du niveau de pêche. Et ce que j'aimais, c'était dire, bah, aujourd'hui, je suis à Poitiers. Demain, je vais à Guerre-les-Dents. D'accord ? Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment faut pêcher? C'est un peu... Et là, t'apprends vitesse grand V. Après, à l'époque, il y avait beaucoup plus de partage. On échangeait beaucoup. Tu sais, c'est l'époque des forums.
Donc t'avais beaucoup de communication, des choses comme ça. Et avec le biais d'internet, j'ai progressé rapidement comme ça. Pour après, bah, tu fais du flotte tube, après tu fais du bateau, puis à un moment donné ça te passe. À un moment donné, t'as fait le tour. Il vient d'où l'écœurement d'ailleurs, ouais. Bah, j'ai fait une année où par exemple, tu vois, j'avais fait le circuit bateau et le circuit flotte tube. Et là, tous les week-ends, t'es sur l'eau, quoi. Tous les week-ends, entre le pré-fishing, ce qu'on appelle le pré-fishing, là, faut aller pêcher le plan d'eau un mois avant pour voir aller comment ça se passe, repérer un peu les lieux et tout. Tous les week-ends sur l'eau, quoi. Et après, j'ai rencontré ma femme, j'ai continué un peu les compètes, mais moins motivé, quoi. Moins. Puis je pense que j'avais fait le tour aussi. J'avais eu des bons résultats comme des mauvais, mais peu importe. Mais j'avais fait le tour. Les compétitions me faisaient moins rêver. Il y a eu à un moment donné un tournant, là, moi j'aimais bien les circuits de FCPL, des choses comme ça. Toi, je sais que t'organisais les Predators, tu vois, moi j'y suis jamais allé. C'est noté dans ton dossier d'ailleurs. Non, à Choisy-le-Roi, j'avais fait. Ah bah oui, Street Fishing, à Choisy-le-Roi. Non, Flotte Tube à Choisy-le-Roi. C'est là qu'on s'est rencontrés la première fois. On avait même fait une manche bateau, j'en souviens là-bas. Ouais, et c'est le seul Predator que j'avais fait, mais moi j'étais plus bon, du FCPL. Ouais, tout le monde avait son truc. Ouais, il y avait le truc. Il y avait les copains, c'est là aussi que j'ai rencontré Maxime, tu vois, enfin ça... Maxime Pichon, qui est mon collègue chez Savage Gear, et qui est en fait ton super pote, quoi, en fait. Ouais, mon meilleur pote, quoi, mon frère, mon témoin de mariage, enfin voilà, c'est... La totale. On n'a pas fait l'amour encore, mais je ne désespère pas. Tu y travailles. Alors, pour le coup, on a l'impression que t'es plus un pêcheur... Il y a souvent les pêcheurs qui recherchent de la grosse prise, et puis il y a ceux qui veulent avoir des touches. Tu vois. Ouais. Par exemple, je sais pas, moi, un mec comme Tanguy Marlin, j'espère que je dis pas une bêtise, mais c'est un mec qui veut avoir des touches sur l'eau, tu vois. Pas forcément un gros poisson, ça lui fera plaisir, comme tout le monde veut avoir des touches. Toi, tu veux avoir des touches. Ouais. Moi, c'est le nombre de touches que je prends. C'est vraiment ça. Et puis, même en compétition, prendre un brochet d'1 mètre, même, tu vois, pour l'histoire, je n'ai qu'un brochet de plus d'1 mètre dans mon record, quoi. Je suis passé de 96 à 1m16, quoi. Mais je les ai jamais cherchés, je les ai jamais traqués non plus. C'est peut-être pas sur un secteur où... Ouais, après la Charente, c'est pas non plus le meilleur secteur pour faire des brochets métrés. On en parlait tout à l'heure. Ouais. C'est pas le meilleur endroit, quoi. Mais même, j'ai jamais posé un week-end pour dire, tiens, je vais avoir une touche dans mon week-end, mais je vais faire un gros poisson. Moi, ce que je voulais, c'était prendre des touches, prendre le plus de poissons possible, et m'éclater comme ça au bord de l'eau. Ce qui m'étonne d'ailleurs, mais finalement, je pense qu'on y vient, c'est qu'on n'a pas encore parlé de pêche de la truite. Alors qu'on t'attendait là. Oui. Je m'attendais pas à ce que tu me parles de flotte tube. C'est peut-être une étiquette aussi, parce que j'ai pas mal communiqué sur ce poisson-là. J'ai surtout aussi la chance d'avoir une des plus belles rivières de France. Je ne pense pas trop en disant ça à 20 minutes de chez moi, quoi. Donc, qui s'appelle la Touvre. Une résurgence, une rivière de résurgence qui produit des très gros poissons. Et ça, il y a eu une explosion aussi de population de truites sur cette rivière, avec beaucoup de médiatisation aussi. On a vu de plus en plus de médiatisation. Mais j'ai la chance d'avoir ce bief-là autour, donc je la pêche beaucoup, mais je pêche beaucoup plus le brochet, tu sais. On met souvent des étiquettes, tu sais, sur les pêcheurs. Tu sais, ça me fait penser à l'étiquette de Laurent Vrignot, qui est pêcheur du Plan Palette. Oui, c'est vrai, le pauvre. C'est pas l'étiquette la plus facile à porter. Ouais, et quand tu le connais vraiment, parce que je mange jamais. Juste, il a fait à un moment donné un peu la promotion de ce truc-là. Et après, bon, faut dire la vérité, c'est que aussi le monde de la pêche, y compris médiatique, c'est aussi un marché. Il y a un marché médiatique de la pêche, et tous on s'engouffre dans des créneaux, et bon, si on peut s'y engouffrer, c'est parce qu'il y a un besoin, et forcément après, on est sans cesse rappelé sur ce truc-là, puisqu'on est identifié comme étant la personne qui en parle, et tout ça. Reste que t'es un pêcheur de truite aussi. Quand même. Oui, j'aime ça, mais tu vois, par exemple, après le mois de mai, j'y vais beaucoup moins, j'y vais encore un peu l'été. Les petites sessions que je peux faire, le peu de petites sessions que je peux faire, je les fais à la truite. Tu vois, je les fais pas au carnassier. Au pire, je vais aller autour d'un étang à Black Bass, mais très peu, quoi. Avec cette acquaintance particulière, pour les leurres souples, parce qu'en fait, moi je me souviens, moi j'ai jamais été pêcheur de truite, donc le problème était réglé. Mais souvent je posais la question pêcheur de truite et au leurre souple. Et pendant des années on me disait non, ça mord pas au leurre souple, les truites. Belle connerie. Je savais pas pourquoi spécialement, maintenant je sais pourquoi, parce que c'est pas vrai. Ouais. Mais toi, très tôt, tu allais sur ces techniques-là et tu les maîtrises
très bien, on peut dire. J'essaye, alors après je suis pas le précurseur, la Touvre a amené des pêcheurs à avoir cette technique-là. Moi j'ai juste suivi le mouvement, honnêtement je suis pas du tout à l'initiative de ce truc-là, il y a des jeunes là-bas qui ont fait vraiment monter le leurre souple et tu sais, la particularité du micro-jig, là, un leurre à perche, où les mecs prenaient des grosses truites avec, quoi. Moi, j'ai suivi simplement le mouvement. J'ai aussi communiqué à ma sauce, dans mon style, sur cette technique-là, qui est une technique redoutable, quoi. Ouais. Une technique redoutable. Ça consiste en quoi, d'ailleurs? Parce qu'il y a plein de gens qui nous écoutent, qui vont pêcher à truite ou leurre souple, ça consiste en quoi? Quel type de leurre souple et comment? Alors, tu peux les prendre, en fait, avec toutes les formes un peu de leurre souple que tu peux avoir sur le marché, vraiment des leurres à perche. Après, ça dépend, c'est surtout la taille. La truite, c'est pas non plus un poisson qui va attaquer des énormes proies. Même si aux poissons nageurs, par exemple, tu peux les attaquer avec des plus gros poissons nageurs. Nous, mais tout dépend du milieu. Là, c'est une rivière qui produit des poissons de 50 cm, 60 cm, donc vraiment des grosses truites. À l'heure de 100, un minot de 100, c'est pas déconnant. Là, par contre, tu vas sélectionner. Moi, qui aime avoir de la touche, je vais plutôt plus partir sur des leurres à perche, soit des petits shad, mais surtout aussi des imitations d'écrevisses, des imitations des petits finesses. Des et en fait, tu vas venir aussi. des petites créatures, des micro-jigs, et tu vas venir en fin de compte gratter le fond. Tu vas imiter une proie qui vraiment évolue le plus proche du fond. Ça, c'est surtout le plus important. Ça me fait penser aux nymphes casquées que les mecs utilisent quasiment comme au top, qui font courir sur le fond. Et tu le fais sauter de caillou en caillou. J'imagine que le grammage est important. Oui, mais après, ça se rapproche à la pêche au toc. En fin de compte, tu vas suivre le courant, tu vas pêcher une veine d'eau. Souvent les perches et tout ça, tu bats du terrain, c'est toi qui tires ton leurre vers toi, tu le mets en... Alors que là, tu vas vraiment cibler une veine d'eau, tu vas un peu pêcher comme au toc, mais avec un leurre souple. Donc en fait, le courant va emmener ton leurre le long de la veine d'eau, et tu vas, toi, juste le faire sautiller de caillou en caillou, le plus proche du fond. Si tu commences à faire des animations trop fortes, un peu comme à la perche, où tu peux des fois tirer plus sur le leurre pour que ça décolle, tu prendras pas de touche. J'allais dire justement, c'est ça, c'est selon toi quel est le but du jeu? Parce que souvent c'est ce qu'on dit, bon, le but du jeu c'est de faire ça, par exemple, c'est bon. Là, c'est quoi le but du jeu? C'est de coller le fond. C'est de coller le fond. C'est de coller le fond. Mais sans le racler non plus, j'imagine. Si. Mais genre, je mets une tête plombée de 20 grammes. Bah non. Parce que le problème d'une tête plombée de 20 grammes, c'est que tu vas tirer ton leurre vers toi. Ah voilà. C'est lui qui doit se déplacer naturellement. Ouais. C'est pour ça, honnêtement, je monte pas à plus de 3,5 grammes sur des profondeurs, tu vois, du style 1 mètre, 1 mètre 50. Moi, je vais pas les pêcher dans les grands trous. Donc, tu pourrais imaginer que tu peux mettre 5 grammes dans les grands trous, peu importe, ça dépend des milieux. T'as des rivières comme la Loue, où t'as des grands trous, t'as des grands radiers, t'as des grands trous. Là, tu pourrais imaginer que tu peux descendre, tu peux monter là dans les 5-7 grammes, tu peux monter costaud, quoi. Moi, sur des postes qui me plaisent plus, là, des radiers, où tu vois, limite voir les poissons, tu vois, plus sur du 2 grammes, 3 grammes, et du début de l'année jusqu'à la fin de l'année, tu peux pêcher comme ça. Et quel type de canne? Spinning, bon, évidemment. Ouais, mais... spinning. Mais longue? 2 mètres. 2 mètres, pas plus. Ouais, 2 mètres. Tu peux monter à 2 mètres 20 si t'arrives, mais t'as pas besoin d'aller à plus. Et une tresse fine? Tresse fine, 10 centièmes. Pas de nylon. Non, moi je suis un adepte de la polyvalence. C'est-à-dire que ma 3-10 grammes en canne. C'est aussi ta finesse pour les perches. Ouais, voilà. Je vais l'utiliser pour pêcher avec un petit crank, tu vois, pour la perche. Et parlons de brochet pour le coup, puisque c'est quand même peut-être plus ta pêche finalement. Il fallait que je parle de pêche à la truite, tu t'en doutes bien. Quel piker tu es? Enfin, c'est quoi ton style de... Pas trop gros. Pas trop. Alors tu vois, c'est un peu à l'opposé de ce qui peut se faire tu vois, dans la marque. Ouais. Et mais moi j'aime pas. C'est pas ma façon de. C'est pas mon style de pêche de balancer là des machins de plus de 20 cm, j'y vais pas. Ça rejoint ton tropisme de la touche aussi. Ouais. Donc, il faut quand même qu'il y ait des touches. Je suis un pêcheur light. Moi j'aime bien cette approche plutôt light. Enfin, tu vois, ma plus grosse canne c'est une 120 grammes. Et là je suis déjà au plus gros du plus gros, quoi. C'est bien parce qu'on te l'a donné en dotation. Mais tu vois, j'y vais pas, les gros leurres, ça ne m'intéresse pas. Ça fait quelle taille un leurre souple chez toi, un shad? Honnêtement, pour le broc, entre 15 et 20 cm, je suis bien. Je suis dans ma zone de confort. Genre un River Roach, c'est bien, quoi. 18 cm. Ouais, c'est ceux-là, tu vois. 3D Gobichad, tu m'as dit. J'adore. En 20 cm, tu vois. Alors là, j'ai pris du 23 pour essayer, mais bon.
C'est pas des leurres qui tirent trop non plus, tu vois, donc c'est plutôt agréable. Moi, ces pêches là, enfin tu vois, les grosses troutes et tout, j'y vais pas. J'y vais pas, je dis pas que ça prend pas, mais c'est pas mon kiff, quoi. Il y en a qui aiment ça. Chacun voit son truc. Moi, j'aime bien, tu vois, utiliser une 40-80 grammes là, avec un leurre de 15 cm, là, une tête plombée de 15 grammes. Oh, ça va bien, ça. T'as pas mal au bras le soir. Et comment tu construis ta partie de pêche d'ailleurs? Comment tu élabores ton schéma de pêche en arrivant sur l'eau? Bah alors, je prends de plus en plus aussi de plaisir, tu vois, à sonder, à scanner et à préparer mes parties de pêche. Ah, plus de préparation. Ouais, plus de préparation, tu vois, je m'attaque au... Bon, c'est lié peut-être au manque de temps aussi. Ouais. On prépare plus son raid. Oui. Ah, les boîtes sont prêtes, cadrées, les cannes sont prêtes aussi. Plus ou moins maniaque que Maxime? Moins. Parce que là, c'est le seuil clinique qui est atteint avec Maxime. Oui, je pense que la psychiatrie n'est pas loin. n'est pas loin, là. Non, une session avec Max. Au moins une session avec Max, avec son bateau, t'es pas emmerdé, tu sais que ça va bien se passer. Tu sais que c'est propre, c'est carré, c'est machin. C'est millimétré, on va pêcher là, de telle heure à telle heure. Comme au travail. Pareil, tu vois. Pareil, tout le contraire de moi. Et donc, comment tu la prépares cette journée de pêche? Qu'est-ce que tu fais une fois que tu arrives sur l'eau? Plus de préparation, je cible mes postes. J'hésite pas à scanner de plus en plus. Là, je m'attaque de plus en plus au grand milieu. Un peu en retard par rapport à d'autres, mais tu vois, les grands lacs, ça m'intéresse de plus en plus. Je passe de plus en plus de temps à aller scanner, juste trouver les postes. Là, tu as préparé. Je suis en pleine réflexion pour, tu vois, là, pendant la fermeture, prendre mon bateau, partir sur un grand lac et passer 2 jours à naviguer. C'est ce que je voulais faire avec Manu pendant la fermeture. On ne l'a jamais fait. J'en parle depuis que j'ai mon premier bass-boat. On l'a jamais fait. Donc avant 30 ans, on l'a jamais fait. Et pourtant, je pense que c'est le secret de la réussite, quoi. Exactement. Moi, je pense aussi. Persuadé, et trouver les herbiers, parce que quand t'arrives sur des immensités comme ça, c'est pas évident de dire je vais pêcher à gauche, à droite. Puis contrairement à ce que pensent beaucoup de gens, un lac c'est vivant, ça bouge. Ouais. Même d'un point de vue du fond, hein, souvent il y a des choses qui se passent. Ouais. Et puis surtout, on trouve jamais tout d'un coup. Il y a toujours quelque chose à découvrir. Ouais. Là, tu vois, sur un des lacs que j'ai en Charente, c'est la première fois que je fais ça. C'est un lac que je pêche depuis 10 ans. Mais c'est la première fois où j'ai passé une matinée sans canne à pêche et j'ai fait 2 allers-retours. Bon, je pense que les capistes ont dû me prendre pour un fou, avoir une ligne d'heure, faire des va-et-vient comme un débile, tu vois. Et en fait, j'ai fait la cartographie du lac, en scannant, en trouvant, tiens, il y a un poste là, tiens, ok, je le pointe, peu importe, je vais pas aller pêcher aujourd'hui, mais un jour, ça me servira. Et je pense que le secret de la réussite, c'est vraiment la préparation. Mais que ça, même en rivière, si tu commences à dire, tiens, je déroule de la berge, et en avant, et puis au petit bonheur la chance. Je l'ai eu fait en compète. J'ai jamais gagné une compète en faisant ça. Jamais. Moi, j'étais plus du style à dire, si tu gagnes ou tu perds. Je m'ancre, je travaille la zone, et si ça doit mordre, c'est là que ça mordra. Ouais. Et j'attends que ça pète. Et on a eu et à chaque fois qu'on a fait ça, donc soit on finissait à la rue, soit on était sur le podium ou pas loin. En travaillant Sanguinet, par exemple, là que tu connais bien, on a fait ça sur une date, je me souviens, en compète. On avait le plus petit bateau. Tout le monde est parti cramer du gasoil à droite, à gauche, machin. C'est au départ comment ça peut se passer. Ah bah c'est tentant, là. Ah, c'est cool, quoi. Bah oui. Nous, on a démarré le thermique, on a fait 200 mètres, on s'est ancré sur un herbier, on a attendu. Ah bah pendant le défi, le nombre de mecs, nous on sait ça le défi beaucoup sur des lacs qui font 5000 hectares, le nombre de mecs que j'ai vu gagner sans avoir démarré le thermique, c'est énorme en fait. Et tu te perds pas dans ta pêche, et tu pêches, et t'attends. Et là, l'anecdote, on a fini 2e de la compète sur cette manche-là, on a pêché 8 heures dessus, on a pris des poissons entre midi et 1 heure. On n'a pas une touche après. On fait 5 perches, moyenne, on était à 42. Tu vois, des grosses perches, tu vois. Ouais. Et on a pris 5 touches. Les autres avaient fait 40 poissons, cool. Nous, on a pris 5 poissons. Et tout le reste du temps, on n'a pas pris une touche. Et en fait, elles se sont activées pendant 1 heure. Mais on fait le podium comme ça. Où trouve-t-on le moral de faire ça? C'est que t'étais sûr de ton coup ou non? Faut tenir bon. Faut tenir bon. Je savais que c'était un poste à grosse perche. Et je savais qu'à un moment donné, elles allaient péter. 5-6 heures de manche sans qu'il y ait une touche, ça doit quand même être... C'est long mentalement. Faut gérer même le coéquipier qui serait peut-être tenté d'aller ailleurs, non? Ouais, mais non. C'est une histoire d'équipe.
complète comme ça, c'est une histoire d'équipe. Donc, et à chaque fois, les bons résultats qu'on a pu faire, on les a fait comme ça. Et donc ça, c'est quelque chose que tu appliques dans ta pêche encore aujourd'hui. Tu t'éparpilles pas sur les spots, tout ça. Non. Je préfère avoir 2 spots que je vais travailler, quitte à passer à côté, et vraiment les travailler de A à Z, tu vois. Et c'est un peu le danger du bateau. Du gros bateau même, tu vois. J'ai eu la chance un jour de me payer un gros bateau. Bon, c'est cool. Et en fait, je me suis un peu perdu, quoi. Limite, tu vois. Parce que tu sais que de toute façon, en 5 minutes, tu peux aller de l'autre côté. Bon, tu vas pas perdre de temps. Sauf que quand t'as 20 chevaux comme aujourd'hui, avec une ligne d'heure de 4 mètres, et qu'il faut que tu mettes une demi-heure, 40 minutes pour aller de l'autre côté, tu te poses la question, parce qu'il faut y aller, puis il va falloir revenir. Donc, là, c'est 1 heure de pêche en moins. Donc tu dis, je fais quoi? Je perds 1 heure. Donc là, dans ton approche, et souvent, avec Maxime, on avait fait une compète comme ça, là. On avait pareil le plus petit bateau sur une compétition spéciale brochet. On est parti tout en bas du lac, et à un moment donné, on prenait pas de touche non plus. On s'est dit, on fait quoi? On rentre? On va où? Bah oui, mais on va mettre 1 heure pour aller de l'autre côté. Bon, bah on reste là, hein. Ok, on a fini 3e. Parce que les poissons. On a fini 3e. On a fini 3e. Et on a pris des poissons, en fin de compte, l'après-midi. Alors que si on avait commencé à bouger, aller à droite, à gauche, on n'aurait sûrement pas fait ce résultat-là. C'est... Ce que tu dis est vrai. D'ailleurs, sur les grands lacs, j'utilise de plus en plus le flotte tube pour m'obliger à choisir un secteur, l'exploiter, en faire de bruit quand en bateau, parce qu'en fait, on fait beaucoup de bruit en bateau. Au moins, en flotte tube, tu peux pas faire tomber une pince sur le fond de la coque. C'est vrai aussi. Si tu fais tomber ta pince, elle est perdue, c'est réglé. Mais c'est normal, ce que tu dis est tout à fait vrai, quoi. Mais il y a quand même ce plaisir de l'américain, quoi, d'être en bateau, on a tous rêvé là-dessus. C'est le confort. Je sais, quand j'étais gamin, que j'étais ado, que je commençais à pêcher au leurre, jamais j'aurais imaginé. Un jour, on parlait de Tanguy Marlin, je parlais ça avec lui. Je dis, quand j'avais 17, 20 ans, jamais j'aurais imaginé qu'un jour des basse-bottes en France. Et il m'a répondu, moi, j'ai toujours été persuadé que ça arriverait. Ouais. Ça me paraissait, moi, complètement fou que ça puisse survenir. Ouais, que tu vois aujourd'hui l'évolution. C'est ouf. Ça prouve qu'il y a encore des gens qui ont de l'argent en France aussi. Encore. Peut-être que je faisais de mon cas une généralité. Alors, je reviens à toi. On a compris que tu étais quand même quelqu'un de raisonnable et de rationnel. Et donc, il n'y a pas que la pêche dans la vie. C'est-à-dire que je pense pas que t'aies sacrifié à ta vie de famille, quoi que ce soit. Enfin, non, plutôt que t'aies pas sacrifié ta vie de famille à quoi que ce soit, y compris la pêche. Est-ce qu'il y a d'autres choses que la pêche, peut-être, dans ta vie? Qu'est-ce qui se passe dans la vie de Benjamin, à part la pêche? Donc, ma famille, le sport. Maintenant, beaucoup de sport. Mais oui, transformation physique. Transformation physique, ouais, aussi. Donc, moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup le sport. Alors, avant, je le regardais à la télé. Quel sport? Foot, mais surtout rugby. Ouais. Et là, je me suis mis là récemment au hand. Tu vois, par exemple, les enfants sont au hand. Et puis, avec le papa d'un des copains de mon fils, tiens, on se mettrait pas au hand. Allez. Donc là, on se met au hand. Beaucoup de courses aussi maintenant, je fais beaucoup, donc je fais beaucoup de sport. Voilà. Après, ma vie est surtout axée dans ma famille, quoi. Moi, c'est vraiment ma base. Et le loisir culturel, peut-être cinéma? Un petit peu, j'aime bien regarder les films. C'est quoi ton film préféré? Mon film préféré? Je vais pas dire Demolition Man, Pourquoi pas? Non, j'aime bien les films de guerre, les soldats Ryan, des choses comme ça. Full Metal Jacket, j'aime beaucoup ce film. J'ai jamais vu. Ah, il faut que tu le vois. J'ai jamais vu celui-là. C'est un Apocalypse Now sans la prétention. D'accord. Ah ouais, il est formidable. Mais c'est... Mais après, je suis assez varié là-dessus, tu vois. J'aime bien Dirty Dancing, hein. Alors, c'est ringard, mais tu vois, j'aime bien quand même ce style aussi. Non, mais je reconnais l'homme fragile, en toi. Le Loup de Wall Street. J'adore ce film, très beau film. Après, je suis assez ouvert, tu vois, sur un peu de tout. La littérature? Du tout. Du tout. De la musique? Du tout. Oui, rock. Du rock? Rock. Tu sais, il y a plus beaucoup de gens qui écoutent du rock. Oh, je sais pas, moi je trouve que on disait un jour le rock n'est pas mort, quoi. Il y aura toujours des connards pour faire des reprises. C'était Buffy qui disait ça, tu vois. Bah, ne serait-ce qu'aujourd'hui, la musique qui domine, c'est le rap, et on voit qu'il y a beaucoup plus de riffs de rock dedans. Il y en a beaucoup, évidemment. Enfin, de toute façon, c'est un répertoire musical dans lequel il serait bête de pas piocher, évidemment.
Ouais, il y a même maintenant beaucoup de guitares. Eminem utilise beaucoup de guitares électriques, rock dans ses chansons. Et quel style de rock? Ouais, du AC/DC. Ah ouais, du rock, comme du rock, du hard rock. Ouais, Du Sum 41, alternatif. j'ai eu ma période, là, quand t'as 18 piges, là, un peu, tu sais, la période punk, là, un peu, là, Sum 41, des choses comme ça, là. Mais après, les Linkin Park, c'est déjà un peu des trucs un peu fusion, on est déjà un petit peu à mi-chemin entre le rock et le rap. Mais après, donc c'est diversifié. Ouais, je suis assez ouvert, tu vois, maintenant. Des trucs de tonton, Pink Floyd, tout ça? Non, pas tellement. Pas trop, non. Pas trop. Mais je suis assez variété française aussi, tu vois. Un bon Goldman, ah ouais. J'adore. Un Cabrel, j'aime beaucoup. Ouais. Tu vois. Je suis assez ouvert, mais les trucs où je vais pas... le rap, j'y vais pas trop. En fait, j'aime pas le rap insultant, ça m'énerve. Ouais. J'aime Sniper. Ok. Mais j'aime pas oui, t'aimes pas le rap insultant, quoi, tu vois. T'aimes pas les gens qui se donnent, quoi, en fait. Gangsta rap et tout ça. Ouais, je suis pas très fan de ces trucs-là, tu vois. Mais après, qu'il y a une tendance, qu'une petite fenêtre du rap, en réalité, quand on y réfléchit, d'autres trucs. Et tu écoutes de la musique à la pêche ou pas? Jamais. Pourquoi? Tu sais pourquoi? Le calme. Le calme. Ouais, le calme. C'est ce qui revient souvent. J'ai fait d'autres podcasts. C'est le bruit. La musique devient du bruit quand on est au bord de l'eau, il semblerait. Ouais, et on veut pas de bruit au bord de l'eau. Mais ça, c'est étonnant. Pourquoi ce qui est le contraire du bruit, la musique, soudainement, ça nous paraît être un bruit quand on est sur l'eau. Je dis ça parce que moi-même, je n'écoute pas de musique sur l'eau. Ça m'embêterait. Quand je pêche avec Julien Fessot, il met de la musique parfois. Ouais. Je le laisse faire, mais c'est contre nature. Ouais. Un peu. C'est qu'à le dire peut-être. Ouais. Mais c'est ça, c'est contre nature. Moi, j'aime le lever de soleil sur un lac, tu vois, là, partir en pleine nuit, là, avec le bateau, là, puis t'arrives, t'as le lever de soleil, et là, t'as pas besoin de musique, quoi. T'ouvres juste les yeux, tu loupes les touches parce que tu regardes ailleurs, mais peu importe, tu vois, c'est un ensemble, quoi. Il y a déjà suffisamment d'harmonie, il n'y a pas besoin d'en ajouter une autre. Exactement. Et d'ailleurs, qu'est-ce que... Je posais la question, je crois que c'est à Nicolas, je disais, bon, mais on pourrait adopter une démarche apophatique pour parler de la pêche, plutôt que de dire ce qu'elle est, peut-être de dire ce qu'elle est pas. Tu vois ce que je veux dire? Je donnais cet exemple, je disais, la pêche n'est pas le lieu d'une violence. Parce que c'est très dur de dire c'est la paix, c'est paisible et tout ça, ça ressemble à un lieu commun. Alors si tu dis c'est pas le lieu d'une violence, tu dis déjà beaucoup plus, quoi. Et qu'est-ce qu'elle est pas, la pêche, et qui fait que ça te plaît? Parce que quand on va à la pêche, c'est aussi... c'est pas que vis à fonte, c'est aussi vis à tergo, c'est qu'on fuit quelque chose. C'est aussi que certainement on veut fuir quelque chose qui est au sein de la société, qui a un rapport avec autrui. Il nous parlait du tumulte, par exemple, Fabien Mario. Là, qu'est-ce que la pêche n'est pas et qui fait que elle est bien aussi, quoi, aussi pour ce qu'elle n'est pas, quoi. Pour moi, c'est un retour sur moi-même, en fait, tu vois. C'est mon moment un peu où tu te retrouves sur toi, tu vois. T'es pas dans le moment de la communication, toujours de parler, de machin. C'est un moment pour toi, tu te retrouves sur toi, tu pars. Moi, je me vois pas, par contre, partir seul. Je vais pas à la pêche. C'est la question que j'allais te poser. Pour le coup, est-ce que aller à la pêche tout seul? Non, j'y vais pas. C'est le moment de partage. Partager seul, aucun intérêt. Pour moi, il faut toujours que j'ai un pote, ou ma femme, mes enfants, tu vois, mais toujours avec quelqu'un. J'ai jamais pris mon bateau et partir 2 jours... Avec quelqu'un, mais pas trop de monde non plus, certainement. Pas trop de monde non plus, non. Ouais. C'est un peu comme... si on dit que le sexe est une relation intime, c'est que l'intimité, c'est à 2. À 3, c'est plus une relation intime. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. C'est un peu pareil. C'est pour ça qu'on a un collègue de pêche. Ouais. Dans longtemps, tu peux en avoir plusieurs, mais là, mais jamais trop ensemble, tu vois. Oui. Je m'étais lancé un peu d'aller dans un club et tout ça, là, faire des sorties avec... Là, on parle plus de trucs à 3, hein, un club... ouais, là, c'est plus de monde, là. Mais j'aime bien ces moments aussi, mais pas tout le temps. Tu vois, je préfère partir un week-end avec Max, un week-end, j'aime bien, moi, emmener des petits jeunes, tu vois, à la pêche, là, j'ai un petit jeune, ça fait 2 ans maintenant, il a 18 ans, tu vois, je l'emmène. J'ai jamais vu les grands lacs, tiens, on va pêcher les grands lacs. Ça commence comme un épisode de Faites entrer l'accusé, ça. Parce qu'il avait 18 ans. 18 ans, il a le droit. Et c'est ce moment de partage, en fait, moi, que je recherche, c'est partager un truc au bord de l'eau. On n'est pas obligé de tout le temps parler, tu vois, mais on est cool, quoi. Et d'ailleurs, quand t'es par exemple à la pêche avec un proche comme Maxime,
comme je peux l'être avec Manu, par exemple. Parler de quoi sur le bateau? Parler de pêche? On parle de pêche. On peut aller valorer des stratégies, mais on peut parler un peu de tout aussi, quoi, de la vie, quoi. Enfin, Moi, je trouve qu'on parle mieux sur l'eau. Tu trouves? Ouais. Ouais. Bah, c'est notre moment intimiste aussi, tu vois. C'est notre moment... T'es un peu seul au monde, quoi. T'es sur l'eau, au milieu de nulle part, peu importe l'endroit, et c'est un endroit où... C'est à toi. Tu vois, c'est pour toi, c'est ton moment, et c'est ton moment avec ton pote, et tu te retrouves là-dedans, tu vois. Il y a un chef produit Prologic, un anglais, Rick Johnson, et un jour qui me disait, c'était bien sûr sur le ton de l'humour, mais la question était vraie, il dit, est-ce que c'est vrai qu'en France, vous dormez à deux sous un bivy? Je dis oui. Il dit, mais en Angleterre, c'est interdit. Sous-entendu, c'est un peu trop gay-friendly. Mais je pense que c'est lié aussi à la culture anglaise, il y a une distance et tout ça. Mais d'un autre côté, c'est cool, en fait, d'être sous le même bivy que ton pote, discuter, machin, tu vois, il y a ce truc-là, quoi. Surtout que le bivy, c'est un peu comme le bateau. Moi, je trouve qu'il y a un côté un peu utérin, ça fait une bulle. Ouais. C'est là, t'as l'impression que tout ce qui va se dire va rester là, ce qui est évidemment faux, parce qu'on va tout répéter. Mais il y a une expression qui dit qu'un secret ne se partage qu'avec une seule personne à la fois. Et c'est pour ça, je pense qu'on pêche la carpe à deux ou au leurre à deux, parce que il faut quand même que... Pas plus, ouais. Ouais. Ouais, je suis comme toi, j'aime pas pêcher tout seul, par exemple. Ouais. Je pêche pas très bien tout seul. Moi, je m'ennuie, en fait. Je me lasse vite. Oui. Tu vois, en fait, parce que je suis pas dans mon... Je comprends le mec qui veut y aller tout seul pour aller, tu sais, faire sa stratégie, sa performance. On en revient toujours à la performance et tout ça, mais il va construire son schéma et tout. Mais moi, je vois pas la pêche, en fait, comme ça, tu vois. Toute ma carrière, entre guillemets, halieutique a été sous l'effigie du partage, et des fois à tort, hein, parce que tu te fais bien niquer des postes quand même. Ouais, c'est-à-dire que le discours du partage inconditionnel et tout ça trouve vite ses limites dans le fait que bon, c'est comme les coins à champignons, quoi. Faut pas culpabiliser de garder un petit peu des choses pour soi. Oui, faut gérer sa communication. Surtout quand on est face à des centaines de milliers de pêcheurs, quand même. C'est un tout petit territoire, la France, avec beaucoup de pêcheurs. Ouais. Si je te dis pêche et réseaux sociaux, tu penses à quoi? C'est ma génération, quoi. C'était au début aussi de mon aventure halieutique, quoi, très vite dans les forums. C'est ce que j'allais dire, quand tu es arrivé, on en était où? C'était les forums ou déjà C'était les forums. C'était déjà les forums. Ah ouais, c'était le plein boom des forums, là, à Chigan. Nous, on avait Club Carnat, ça s'appelait, je me souviens, c'était le forum de Poitiers. Et puis après, bon, les forums se sont éteints. Après, il y a eu le Facebook qui est arrivé. Ouais. Maintenant, Insta, YouTube a bien explosé. TikTok. Ah, j'y suis pas encore, et je pense que j'irai pas, ça, par contre. Après, il y a des trucs de génération. TikTok, c'est vraiment... C'est vraiment enfant, enfin... Moi, j'y vais, mais je regarde pas de la pêche, par exemple. Moi, j'aime bien TikTok, parce que je balance mes petites conneries aux enfants, qui sont très bon public, et ils aiment bien. Il y a pas que des gamins, d'ailleurs, mais il y a beaucoup de jeunes, effectivement. Beaucoup de jeunes là-dessus. Mais toi-même, tu t'es lancé dans les réseaux sociaux, Lou Pescado? Ouais, c'était mon... Lou Pescado, le nom Lou Pescado m'a suivi de forum, en fait. D'où vient ce nom, d'ailleurs? C'est le pêcheur. C'est le pêcheur en basque, Lou Pescado. Et donc après... Mais pourquoi t'es allé chercher du basque? Mon côté un peu landais, j'aime bien ces endroits-là, puis c'est un nom un peu atypique, quoi, tu vois. Faut dire qu'à l'époque, c'était un peu la mode aussi de faire un peu de régionalisme dans son YouTube. Ça, c'est vrai. Et t'as été quand même un des premiers sur YouTube en tant que chaîne, et à t'y tenir, surtout. Oui. C'était il y a une dizaine d'années maintenant, je dirais, dans les 10 ans, où j'ai fait mes premières armes dessus, au début à faire juste des vidéos produits, on va dire, et surtout après à me lancer dans le vidéo pêche, quoi. Ouais. De dire, tiens, on va faire une vidéo d'une demi-heure où je vais t'expliquer simplement comment on prend une dizaine de leurres, là, puis on va aller au bord de l'eau, on va prendre des poissons, peu importe la taille, on n'est pas là pour se la mesurer, mais juste pour prendre de la touche et te faire plaisir. Parce que moi, je me suis toujours mis à la place du pêcheur. Je fais pas mal d'animations en magasin, et je me mettais à la place du mec qui arrive devant le mur de leurre, là, tu vois, qui est là, il dit, bon alors, je vais me mettre à la pêche. Et quelle leurre je prends? Le rose, le bleu, le vert, la grande bavette, le petite bavette, la grande taille, le petit.
C'est bon, attends. Vas-y, Mickaël. Avec cette particularité, je te coupe, que dès le départ, à une époque où il était tellement facile de s'emparer de tous les termes techniques, dont d'ailleurs les revues avaient commencé à nous abreuver et expliquer le sens, c'était la facilité de commencer par apprendre le vocabulaire et se donner un petit vernis de savoir. Et puis surtout, comme tout le monde recherchait la maîtrise de ces termes anglais et tout ça, toi jamais. Toujours très didactique, très pédagogique. J'ai toujours fait l'inverse en fait. Et je me souviens voir Ryu sur le bassin à Clermont. Ryu Skayashi. Ouais, c'est ça. Qui expliquait les trucs. Il dit, mais le papy qui est en bas, il comprend rien. Mais lui-même comprenait pas ce qu'il racontait. Peut-être. Mais jerker un soft swing blade dans le cover, le pauvre papy qui est en bas, il dit, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Non, moi, je donne des coups de canne sur un leurre souple pour le désaxer dans les obstacles, quoi. Mais le malentendu était là, c'est que Ryusuke, lui, c'était son langage naturel, à force de l'intérioriser et tout ça, mais il y a aussi beaucoup de gens qui ont utilisé ce langage et qui ont fait mine de le maîtriser, mais c'était une parodie, en fait. Ouais. Voilà. Si je te prouve que je sais. Moi, je vais juste expliquer comment simplement... et c'était aussi les valeurs de la société où j'étais, où le patron de la société me disait toujours, Benjamin, non, tu ne jerques pas, tu donnes des coups de canne. Explique aux gens simplement. Raconte une histoire. Et ça m'a toujours resté, c'est toujours été dans mes valeurs et tout le long de mon périple YouTube, c'était, je vais t'expliquer simplement comment on peut prendre des poissons facilement, sans se ruiner simplement, peu importe, en utilisant des techniques et peu importe la taille du poisson, t'as pris une touche, c'est ce que tu veux, parce que le pêcheur, il achète des leurres et il va pêcher. S'il prend pas de poisson, c'est rangé, c'est comme mon fils, c'est pareil, tu sais. Il prend pas de poisson, papa, t'es bien gentil, moi je vais aller regarder Netflix, parce que... Une chaîne YouTube qui aujourd'hui en est où? Dans les 17 ou 18 000 abonnés. C'est pas mal. Mais que je laisse... Malheureusement... on en est tous là, c'est chronophage, YouTube. Ouais, ça fait là 1 an que j'ai pas fait de vidéo. J'ai vachement ralenti. Et... Après, t'as jamais été trop dans la production, en fait. Non. Ouais. Moi, c'était... Il y en a beaucoup qui se sont lancés dans YouTube, qui ont explosé, et qui produisaient beaucoup de contenu toutes les semaines. Moi, je voulais pas rentrer dans ce créneau-là. Je me suis jamais considéré comme un YouTubeur. Jamais, et je revendique aujourd'hui que je ne suis pas un YouTubeur. Moi, j'étais là pour dire, tu sais quoi, je préfère faire 3 vidéos par an. Par contre, le mec, il va comprendre ce que je vais faire, simplement, et je vais lui apporter, je vais lui raconter une histoire, et je vais essayer de lui apprendre un peu ce que je pense savoir, quoi. Et je suis pas là pour te montrer que je sais faire du poisson. Moi, j'en ai rien à foutre. Je sais ce que je fais, je m'en fous, tu vois. Par contre, je vais essayer de partager avec toi. Et j'ai jamais voulu rentrer dans ce côté YouTube qui, aujourd'hui, me débecte au plus haut point, malheureusement, qui est plus là pour te montrer que j'en ai une plus grosse que toi, quoi, que moi, regarde, je fais un brochet de 52, c'est cool. C'est marrant comme les précurseurs du truc, Stéphane Durand-Robin, toi et tout ça, font le même constat amer qu'en fait, YouTube est allé exactement là où il voulait pas aller. Ouais. En fait. C'est ça qui est rigolo. Dans la mauvaise direction, clairement. Et je m'en sors aujourd'hui, et j'ai pas envie de refaire des vidéos. Spécialement, tu vois, ça m'intéresse pas. J'ai moins le temps aussi, ça c'est une chose, mais j'ai plus envie de retourner dans ce truc-là de YouTube. Par contre, je suis un gros consommateur de YouTube. Alors bien sûr, pas des formats qui me débectent, par contre les formats longs, je kiffe, quoi. Tout ce qu'on peut retrouver aujourd'hui sur YouTube, là, mais j'ai 2-3 chaînes que je regarde. Le reste... Dont Savage Gear France. C'est un exemple. C'était la première. Et d'ailleurs, au terme de cet itinéraire de pêcheur et de sponsorisé, qu'est-ce que t'es venu faire chez ces gars-là, Savage Gear? Retrouver les copains, c'est surtout ça. Enfin, pour moi, c'est une aventure humaine, tu vois, le sponsoring. J'étais au bout d'un parcours chez Rapala, où j'ai préféré voir autre chose, tu vois, et parce que les leurres, c'est une chose. Alors,
Ça pourrait peut-être choquer pour le mec qui rêverait d'être sponsorisé, mais on n'est pas... Si ton but c'est de rentrer dans une marque pour gratter des leurres, tu t'es trompé 40 fois, quoi. T'es pas là pour ça. Surtout que les leurres sont bien capables d'identifier ceux qui sont là pour participer à l'aventure humaine, comme tu dis, et ceux qui ne sont là que pour chercher de la gloriole et des baits. C'est ça. Des leurres, et des bons leurres, et des bonnes cadets, des bons boulinés, il y en a chez tout le monde. Je veux dire, tu viens pas parce que t'aimes ce leurre en particulier, tu vois. Il y en a de bons chez tout le monde. Tu viens pour l'aventure humaine, pour les copains. Il s'avérait que toi t'étais né là, Max était dedans. Voilà, je ne voyais pas spécialement ailleurs. Donc c'est pour ça que je suis venu chez Savage. Et quel regard tu portes sur le sponsoring aujourd'hui? On a parlé des réseaux sociaux, mais il y a le sponsoring aussi. Je trouve que ça c'est tout s'est tassé. Tu vois aussi, il y a eu à un moment donné l'effet où ma génération, tu vois, il y a eu beaucoup de sponsorisés d'un seul coup qui sont arrivés sur le marché. Les compétitions ont créé un phénomène d'inflation énorme. Ouais. Et à un moment donné, là, ça s'est tassé, et depuis quelques années, je trouve que ça s'est tassé, il y a beaucoup moins de mercato, un peu comme on peut voir, voilà. Les équipes sont en place. Ça s'est plutôt, je trouve, arrangé dans le bon sens, quoi, tu vois, il y a... C'est bien parce que c'est rare d'entendre un discours positif comme ça. Ah ouais? Oui. Moi, voilà, c'est... Ce qui est vrai aujourd'hui, c'est que par exemple, comme tu dis, le mercato a quasiment disparu. Aujourd'hui, quand quelqu'un bouge chez un sponsor, c'est généralement pas parce que il va trouver mieux ailleurs, ou parce qu'il y a une animosité qui s'est créée là. C'est simplement passer, c'est le cas de Romain Papalardo, après 10 ans de Hurty Rise, Didier est toujours son ami, mais voilà, il voulait participer à une autre aventure, comme tu disais tout à l'heure. Et ça, c'est vrai qu'on le constate. Il y a toujours évidemment le petit grouillement qu'il y a en bas autour des petites places de sponsoring et tout. Oui, bien, mais il y a sponsorisé, encore une fois, il y a un grand mythe derrière tout ça, le rêve des gens d'être sponsorisés. Sponsorisé, ça engage des choses, c'est pas je t'envoie les leurres et pêche, quoi, non, c'est pas ça, c'est l'aventure, c'est à travers toutes les vidéos qu'on peut faire. Moi, venir une journée au showroom pour faire des vidéos, c'est cool. Mais des fois, tu préfères être avec ta famille ou t'as la pêche, tu vois. Les sessions, bah tiens, on fait un film sur la pêche de la truite. Tu pêches, en fin de compte, 3 heures dans ta journée et t'as bossé 10 heures parce qu'entre les couples, les machins et trucs, ça, les gens, ils voient pas, tu vois. Donc, ça engage derrière des choses. Mais si t'es passionné par l'aventure humaine, ça marchera. Si t'es là pour les mauvaises raisons et pour prendre que les leurres et les cannes, et déjà, t'es mal parti. Et tout ça, j'ai l'impression, tout ça c'est tassé, c'est revenu un peu à la normale, les mercatos se font plus, les gens, on les connaît, les marques connaissent les gens qui sponsorisent, tu vois, c'est pas, voilà, c'est pas comme ça au petit bonheur la chance, j'en vois... tout, il y a eu à un moment donné cette inflation où ça sponsorisait on parle des jeunes, mais des jeunes à tout va, et tout ça s'est calmé, je trouve, tout ça s'est tassé, parce que les marques s'y retrouvaient peut-être pas, et à un moment donné, je te donne, mais c'est un peu l'exemple il y a plein de gens qui me demandaient, mais comment tu fais pour être sponsorisé? Bon, à part coucher, on dira, mais la première question c'était, mais pourquoi toi et pas un autre, quoi? Toi, ok, pourquoi toi? Je te sponsoriserai toi et pas le petit jeune qui va me demander la même chose. Pourquoi toi? Qu'est-ce que tu peux m'apporter? Ça, tout ça c'est tassé, j'ai l'impression qu'il y a moins d'émulsion derrière tout ça. Et c'est bien, c'est pas plus mal. J'irais même jusqu'à dire que, comme disait Platon, le bon roi, c'est celui qui veut pas être roi, qui veut pas avoir le pouvoir. C'est pour ça qu'il voulait qu'il y ait des philosophes rois. Le bon sponsor, c'est celui qui n'a pas spécialement envie d'être sponsorisé, en fait, à la base. Je prends l'exemple de Fabien Mario. Quand il a arrêté son activité chez Manu Centre, il aurait pu aller chez n'importe qui, comme sponsorisé, mais il n'était pas spécialement emballé, je pense. Il connaît bien le truc, en plus. Il connaît les coulisses. Mais en fait, je crois que ce qu'il a décidé, outre comme toi, le fait qu'il avait des bons copains à l'intérieur, et je pense qu'aujourd'hui, moi, c'est ce qui pourrait... Enfin, moi, c'est ce qui me plaît, en fait, de travailler chez Savage Gear. C'est presque comme l'handicap au golf. Je dis, tiens, je vais sponsoriser parce que finalement, c'est un handicap supplémentaire. Je vais me forcer à pêcher avec ces produits-là. Tu vois? Et donc, c'est forcément corrélé à une maturité de pêcheur aussi. Et les meilleurs sponsorisés, c'est des gens qui sont revenus déjà des poissons et tout ça, et qui disent, ok, maintenant, qu'est-ce que je peux faire dans ma pêche? Qu'est-ce que je peux réinjecter dans ma pêche? Pour me réinventer. Pour reprendre. J'ai plus la course à l'armement.
Tu fais pas la course à l'armement, avoir 2 cannes, 10 cannes, peu importe, ça paraît peut-être choquant, il y a des gens qui rêveraient d'avoir 10 cannes, tu vois, mais est-ce que c'est ça vraiment l'importance, quoi? L'important, c'est pas ça, quoi. C'est construis ta pêche, prépare bien tes leurres, construis ton aventure, là, et puis fonce. Oublie que t'as aucune chance et fonce, quoi. Merci Benjamin Castès. Merci. Ah, tu l'as bien dit, là, tu vois.